C'est quoi l'histoire du Canada? Le récit de sa fondation, le connaissez-vous vraiment bien? Savez-vous pourquoi à chaque année, on prend encore une journée pour souligner la fête des Patriotes? Pour beaucoup de gens, c'est encore un peu flou, donc aujourd'hui, on se parle de la fondation du Canada. On est en 1774, avec les colonies américaines qui viennent de déclarer leur indépendance de Londres, juste de l'autre côté. Pour éviter qu'il arrive la même chose, les Anglais décident de donner un peu de lousse aux Canadiens français et signent l'Acte de Québec. À ce moment-là, ils sont carrément des citoyens de deuxième ordre. Pour avoir le droit de travailler dans l'administration publique, ils devaient prêter le serment du test, soit un renié de leur religion pour le protestantisme anglais, qui avait été implémenté après la conquête. Avec l'Acte de Québec, le serment du test est aboli, ce qui est un pas en avant. Mais le contrôle absolu des Anglais sur la vie politique et économique, lui, est maintenu. En 1791, les deux territoires obtiennent chacun une assemblée législative, donc un parlement. Mais bien sûr, le gouverneur anglais reste le vrai boss, c'est lui qui contrôle les finances. Il y a encore presque pas de Canadiens français dans les institutions et pourtant, il y a 500 000 francophones pour seulement 75 000 Anglais. Des fois, par simple haine des Canadiens français, le gouverneur anglais va s'amuser à nommer des personnes complètement incompétentes à des postes hyper importants de l'administration publique. Puis les salaires vont avec aussi. Si t'es anglais, 58 000. Français, 13 500. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît le mouvement des Patriotes. En 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote. Jusque-là, le Parti canadien affrontait le Parti anglais. Et ce dernier était constamment favorisé par le gouverneur, qui allait même jusqu'à dissoudre l'Assemblée, quand elle allait contre ses intérêts. Le 21 mai 1832, il y a une élection partielle dans un district de Montréal, puis ça commence à brasser. Quand l'armée britannique est appelée pour contenir une émeute, il tire sur la foule et tue 3 patriotes. 3 jours plus tard, il y a au-dessus de 5000 personnes pour les funérailles des victimes. C'est le début de la rébellion. Peu de temps après, la Chambre d'Assemblée envoie les 92 résolutions à Londres, revendiquant entre autres d'avoir le contrôle sur les lois, plus de démocratie et plus de Canadiens dans l'administration. Après 3 ans d'attente, toutes les 92 résolutions sont refusées par les Britanniques. Rapidement, l'affrontement devient violent et les deux côtés prennent les armes. Dans les assemblées populaires, les grands rassemblements patriotes, des chefs comme Louis-Joseph Papineau livrent des discours qui inspirent la foule et chaque fois les gens sont conquis. Pour atteindre la liberté, il faudra se battre. C'est ainsi que les petits affrontements se sont transformés en grandes batailles, avec des centaines d'hommes de chaque côté. À toutes les fois, les patriotes sont moins nombreux, moins entraînés et moins bien équipés. Mais la force de la volonté les mène face à face avec l'armée la plus entraînée de la planète. Les deux camps vont s'affronter à Saint-Denis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache. Si le premier affrontement va du côté des patriotes, les 2 suivants sont des victoires décisives pour les Anglais. Et à la fin de 1837, les chefs patriotes prennent la fuite vers les États-Unis. La rébellion reprend son souffle et se réorganise. Quelques mois plus tard à peine, le chef patriote en exil Robert Nelson décide d'envahir par le sud. Et une fois arrivé à 2 pas de la frontière avec ses 700 soldats, il lit la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Ce sera un pays où la religion et l'État sont séparés, où l'anglais et le français sont égaux, la liberté de presse absolue, et où les Blancs et les Autochtones vivraient en harmonie. Pour l'époque, c'était tellement progressiste qu'Alexandre Taillefer voulait même diriger leur campagne électorale. Une fois au Canada, ils vont affronter les Anglais dans 3 autres grandes batailles, qui vont chaque fois se terminer dans un bain de sang. Les combats se terminent seulement lorsque les Anglais imposent une loi martiale brutale et arrêtent les patriotes par centaines. Certains sont emprisonnés pour leurs convictions politiques, d'autres tout simplement pendus, alors que le reste part en exil aux États-Unis. C'est alors que les Anglais font venir un certain Lord Durham pour étudier comment assimiler les francophones en évitant les armes et une guerre qui pourrait jamais être gagnée. Le tristement célèbre rapport de Durham est simple. La race canadienne française est inférieure, sans histoire, sans culture ou intelligence, et est directement responsable des rébellions. Pour éviter une récidive, il faut unir le Haut et le Bas-Canada, afin de réduire l'autonomie des francophones.
qui serait progressivement noyé dans l'anglais par l'immigration massive. Ainsi, Londres crée le Canada uni. Et même si la population du Bas-Canada est beaucoup plus nombreuse que celle du Haut, il obtient le même nombre de députés. En plus, on décide de joindre les deux dettes nationales, même si celle du Haut-Canada est de 1 200 000 livres, alors que celle du Bas est de seulement 96 000 livres. On demande donc aux francophones de payer pour le développement économique des Anglais. C'est la honte, l'humiliation. Pour ajouter de l'insulte à l'injure, dès que les Anglais deviennent un peu plus nombreux que les francophones, ils brûlent le Parlement de Montréal. Ils revendiquent le rep by pop, donc la représentation proportionnelle à la population, pour encore réduire l'autonomie des francophones. Pour combattre cette nouvelle offensive politique, les Canadiens français et Canadiennes françaises, poussés par l'Église, répondent en ayant ce qu'on appelle aujourd'hui la revanche des berceaux et mettent au monde des dizaines d'enfants par famille. Les gigafamilles de 12 enfants, c'est en partie de là que ça vient. Et encore aujourd'hui, l'assimilation n'est pas complète, parce qu'on parle français. Et ça, c'est grâce à cette histoire-là, grâce à l'histoire des patriotes. Ces hommes et ces femmes qui se sont battus non seulement pour avoir une vraie démocratie, mais aussi pour protéger leur culture devant un envahisseur qui n'avait aucune autre intention que de l'assimiler et de l'effacer à jamais. Si on fête toujours les patriotes, c'est parce que c'est grâce à eux si le Québec est aujourd'hui un peuple digne de ce nom, fier de sa langue et de son identité unique de par le monde. Donc en mon nom personnel, au nom de 7 jours sur Terre et au nom de tous les Québécois reconnaissants qui vivent toujours leur culture jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, merci. On vous doit tout. Et on vous promet qu'il n'y a pas juste nos plaques de char qui l'oublieront pas. Si vous avez appris quelque chose ou si vous pensez que ce qu'on fait est important, je vous invite à partager cette vidéo. En attendant, c'était Benjamin Tremblay, puis nous, on se revoit la semaine prochaine.